téléspectateurs et téléspectatrices de la radio et de la télévision Bakambi. Bakambi, c'est une chaîne YouTube qui fait de la télé, mais nous faisons aussi de la radio. Nous avons une radio qui émet 24 heures sur 24 sur Internet. Vous pouvez télécharger notre application sur Google Store. Vous cherchez Bakambi Radio et vous téléchargez. C'est gratuit, c'est pas payant. Vous nous écoutez partout où vous êtes dans le monde grâce à une connexion Internet 24 heures sur 24. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir le docteur Bala Koné qui, lui, se trouve aujourd'hui au Mali. Il a pris son avion, il a quitté la France, il est parti au Mali. On va découvrir qui est le docteur Bala Koné et découvrir ce qu'il a à nous dire. Et nous avons eu cette joie de le contacter et il a accepté notre invitation. Alors, docteur Bala Koné, bonjour. Oui, bonjour Caïs. Comment vous allez? Je vais très bien, je vais très bien. Docteur, vous êtes docteur Bala Koné. Oui, alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, docteur, c'est docteur en médecine ou docteur en autre chose? Merci beaucoup Caïs pour cette question. Je m'appelle Bala, nom de famille Koné. Je suis docteur en sciences de l'éducation. Depuis février 2020, j'ai obtenu mon diplôme en France en doctorat en sciences de l'éducation. Donc, je suis actuellement à Bamako. Je suis venu voir ma femme et ma fille, ma famille, en quelque sorte. Donc, vraiment, tout se passe bien. Et puis, on essaie de profiter du pays, de la famille, de tout ça. D'accord. Alors, vous êtes docteur en sciences, vous avez dit en sciences de l'éducation. Exactement. Sciences de l'éducation. Alors, vous savez, comme vous savez, plus spécialisé dans l'éducation de la petite enfance. D'accord. Ça veut dire qu'au Mali, on a besoin de cadres et vous faites partie de cette future génération de cadres qui vont sûrement intégrer soit la fonction publique ou bien monter leur propre cabinet. Aujourd'hui, vous êtes au Mali. Comment dites-nous, quel est le temps au Mali aujourd'hui? Quel temps fait-il? Vous avez dit le temps, non, c'est ça? Oui, le temps. Il fait beau, il fait chaud? Mais il fait beau, il doit faire 26-28 degrés à peu près. Donc, franchement, c'est très bien. Pas facile pour un départ, mais je me suis habitué. Donc, voilà, tout se passe bien. Et puis, nous avons tout se passe bien. D'accord. Alors, on va poser des questions. Je vais vous poser des questions sur le Mali. Vous représentez, vous êtes docteur en sciences, mais vous avez aussi des activités politiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? C'est quoi comme activité politique que vous faites? Exactement. Je suis membre du Rassemblement des Maliens, qu'on appelle le RAMA. Donc, notre parti, c'est l'AVAN. Donc, moi, je suis le mandataire du parti en France. Donc, je suis le président du bureau de Paris. Je m'occupe du Rassemblement des Maliens en France. Que je vois nos compatriotes, j'essaie de les aider, de les accompagner dans leur démarche et puis dans l'implantation du parti en France aussi. Donc, le RAMA, c'est un jeune parti politique. Notre président, c'est Ismaël Paul Bourreau. Et puis, c'est un parti renouveau qui est complètement différent des autres partis politiques parce que nous avons décidé, dès notre création de parti politique, nous avons décidé de rejoindre l'opposition parce que nous estimons que ça n'allait tellement pas au pays en 2019 que nous avons décidé de rejoindre l'opposition. C'est le seul parti politique au Mali, dès sa création, qui a décidé de rejoindre l'opposition parce qu'on voulait marquer un coup d'arrêt. C'est-à-dire pas seulement un parti d'accompagnement, mais un parti de rupture, un parti politique de rupture. Voilà. D'accord. On va dire à nos auditeurs que oui, on va dire à nos auditeurs qu'on a des petits problèmes de connexion, mais on va essayer de continuer l'émission. Okay. Oui, donc le RAMA, c'est le premier parti qui s'est mis dans l'opposition. Mais l'opposition avant que Assimi Goïta. Exactement. D'accord. Exactement. Dès la création de notre parti, nous avons estimé que tellement que ça n'allait pas au Mali, la situation financière, la situation économique du Mali, la situation politique du Mali, nous estimons qu'on ne se retrouvait pas dans cette majorité. Donc, on a décidé de rejoindre l'opposition dès notre création. C'était un coup d'arrêt qui marquait quand même un parti. Dans chaque parti qui se crée, ils essaient de voir le pouvoir en place pour avoir des affinités avec eux. Mais nous avons dit non, on est le seul parti politique au Mali qui a décidé que ça n'allait pas au pays. Donc, c'est le seul parti politique du Mali qu'on a fait. Donc, on a même été félicité par l'actuel Premier ministre, Dr Choguel Kokalabaga, qui disait qu'un parti, dès sa création, qui décide de rejoindre l'opposition, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, on est dans cette dynamique, dans cette optique de changement pour le Mali. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous
vous étiez dans l'opposition. Donc aujourd'hui, j'imagine que vous soutenez la transition. On est Vous vous soutenez du dans côté de la transition, avec la transition, ou vous êtes avec sans être avec la transition, la transition. Comment vous vous situez aujourd'hui avec la transition? Vous êtes avec eux? Vous soutenez la transition? Nous, M5 RFP, car nous faisons partie du M5 RFP, nous faisons partie aussi du FSD. Donc, dès les manifestations, les premières, nous soutenons la transition à 100%. Nous les soutenons à 100% pour le pays. Derrière la transition, on les soutient à 100%. C'est pas que nous ne sommes pas dans les questions de personnes, nous sommes dans les questions du pays. Nous estimons que cette transition est là pour accompagner le pays, pour donner quelque chose de nouveau dans le pays. À 100%. Pas des mesures qui sont salutaires, donc c'est tout à fait légitime de soutenir la transition, parce qu'après la transition, qu'est-ce qui va se passer? C'est les élections. Donc c'est tout à fait normal d'accompagner cette transition, parce que le Mali a besoin que tous ses enfants, tous les partis politiques doivent se rassembler derrière cette transition. Au moins, une fois que cette transition finisse, on pourra aller à des élections crédibles, tout ça. Donc, pour l'instant, nous accompagnons cette transition à 100%. Nous accompagnons aussi les gouvernements, tout ce qui est structure étatique au Mali, nous sommes avec eux, nous les accompagnons à 100%. D'accord. Alors, mais la tradition, excusez-moi, la transition au pouvoir qui est dirigée par un jeune président qui est Assimi Goïta et qui aujourd'hui fait, comment dire, rêver beaucoup d'Africains. Le Premier ministre Goïta, lui aussi fait rêver Choguel. On a une nouvelle génération qui est arrivée, qui vraiment change la donne. Mais est-ce que vous avez décidé de rompre totalement avec les partenaires classiques d'avant, ou vous voulez revoir les relations? C'est quoi votre idée? C'est de rompre totalement avec la France et tous ses alliés, ou c'est tout simplement dire à la France, voilà, il faut changer de manière de faire la politique, telle que la Russie le fait, telle que la Chine le fait? Merci pour ça. Il y a un partenariat. Depuis nos premières indépendances, la France a été là pour accompagner le Mali. Mais à un moment donné, nous traitons avec tout le monde. Je ne vois pas comment la France ou d'autres pays disent qu'on ne doit pas traiter avec la Russie. Alors que depuis 1960, le Mali, la plupart de nos officiers ont été formés à Russie. Le Mali ne s'est jamais isolé de qui que ce soit. Au contraire, c'est les autres qui voulaient imposer des choses, des trucs au Mali. Par exemple, quand on prend la France, on ne peut pas nous dire on est des adultes, on est des adultes, on est un pays quand même démocratique, on est un pays aussi indépendant, on ne peut pas nous dire quel parti on doit suivre, l'Occident ou la Russie. Nous, on n'est pas dans cette spéculation, on traite. Donc, je pense que le Mali n'a jamais souhaité ça et nous respectons tout le monde. Nous avons un partenariat quand même solide avec eux, avec la France, avec la Russie, avec les États-Unis. Donc, je ne vois pas cette offre qui est contre le gouvernement malien en disant que mais le Mali vient aucun parti de l'influence. Ouais, je disais que le Mali n'est pas un pays d'influence de la France ou des États-Unis ou de la Russie. Non, nous suivons nos intérêts. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. C'est la France qui s'est levée tout seul, qui a décidé d'arrêter certaines opérations avec le Mali. Donc, elle est très mal placée pour dire au Mali ce qu'il doit faire aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas, je ne sais pas, il n'y a pas, c'est pas le Mali qui s'est isolé du monde. Au contraire, c'est aussi le comportement du gouvernement français, un comportement qui n'est pas du tout responsable. Parce qu'ils ont radicalisé la position du gouvernement malien. Chaque fois, quand les autorités françaises sortaient, c'était des insultes. Donc, à un moment donné, les Mali s'assument et puis le Mali s'assumera. Nous pouvons collaborer avec la Chine. Personne ne peut que nous, parce que le Mali appartient aux Maliens. Le Mali n'est pas une sous-préfecture de la France, donc il faut qu'on se dise cette vérité quand même.
Donc, Oui. le mal est bien venu chez nous. Parce que quand même, nous sommes un pays de Djatiga. Les Djatiga, ça veut dire l'hospitalité. Depuis des temps millénaires, le Mali était un pays d'hospitalité, même en Afrique, on en parle. Donc, à un moment donné, les autorités françaises ont radicalisé leur position. Mais bien sûr, en radicalisant le gouvernement malien aussi, c'est assumé. Donc, je pense que le Mali et la France est dans cette phase aujourd'hui. C'est quand même dans l'intérêt de la France de revoir sa position, de revoir sa copie, et puis de traiter, de respecter quand même les autorités maliennes. Il ne peut pas avoir deux poids, deux mesures, quoi. On est quand même sur un continent africain où il y a, Afrique de l'Ouest seulement, où il y a pas mal de changements de régime, que ça soit, je ne sais pas, par des assassinats, comme je prends l'exemple sur le président tchadien, ou en Guinée aussi, il y a un coup d'État. Donc, je ne comprends pas cet acharnement contre le gouvernement malien. C'est ce que je ne comprends pas. Donc, la France, dans son intérêt, elle doit revoir sa copie, elle doit revoir sa politique africaine, surtout envers le Mali. Parce que nous, nous assumons en toute responsabilité. Nous n'avons pas de compte à rendre à qui que ce soit. Nous voulons collaborer avec la Russie, nous le ferons. Nous voulons collaborer avec l'enfer, on le fera. Personne ne peut nous interdire ça. En plus, car ça fait quand même des années qu'il y a ces problèmes d'insécurité qui est là. Donc, les citoyens maliens sont dans cette logique aujourd'hui d'accompagnement de la transition, parce que cette transition, elle n'obéit pas à qui que ce soit, elle obéit d'abord aux exigences du peuple malien, à la revendication du peuple malien. Donc, moi, je pense que c'est dans l'intérêt d'égal à égal avec le Mali. Tout le problème, c'est celui-là. Quand on nous respecte, le Mali s'assumera, et puis il n'y a pas à dire qu'on traite avec la Russie ou avec la Chine. La Russie, c'est pas l'enfer quand même, c'est pas le diable. La Russie, c'est pas la peste. C'est quand même des voisins européens. Je ne comprends pas cette attitude, ce comportement irresponsable en disant que la Russie, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est quoi cette histoire-là? Moi, j'ai toujours étudié en France. J'ai vécu en France pratiquement pendant plus de 13 ans. J'adore ce pays parce que les citoyens français, dans leur comportement, c'est pas du tout comme ça. Mais le gouvernement français, ils sont arrogants. Cette arrogance, ça suffit maintenant. À un moment donné, le Mali a dit, c'est bon. Donc, on est dans cette logique, quoi. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt de la France de revoir ça. Copie ici, de vraiment collaborer avec le Mali. D'accord. Alors, donc, vous avez décidé de revoir la copie, de redéfinir vos relations avec la France et avec les partenaires européens, et vous le faites assez bien. Mais vous avez quand même des partenaires, vous êtes membre de la CEDEAO et de l'ensemble des organisations qui sont autour de l'Afrique de l'Ouest. On vous a sanctionné pour cette politique-là que vous avez choisie. On vous a sanctionné. La CEDEAO dit non, vous devez revoir votre copie. Vous ne devez pas la transition, rester plus de 3 ans au pouvoir. Vous ne pouvez pas continuer avec un coup d'État. On considère que M. Goïta a fait un coup d'État avec Choguel et tout le reste. Et tous ceux qui les soutiennent, la CEDEAO les bannit et punit. Et les sanctions aujourd'hui sont là. Comment vous allez, comment vous réglez ça? Bon, c'est les sanctions déjà. Sanctionner, c'est pas une solution. C'est pas seulement la crise malienne entre le Mali et la CEDEAO, mais il faut voir toutes les sanctions de la CEDEAO, parce qu'il y avait un problème au Mali. Ça fait quand même 9 ans qu'il y avait un problème d'insécurité au Mali. Il y avait toutes les forces étrangères au Mali. Pas que je ne parle pas des pays occidentaux, je parle aussi de nos voix. On a échoué, on a fait appel à ces gens-là. Quand vous êtes venu chez nous, à un moment donné, on a fait le constat en disant que copie, il faut essayer de refaire autrement, parce que cette façon de le faire, ça ne marche plus. Donc, c'est la sanction chaque fois qu'il y avait monsieur le ça le fusil, nous avons décidé de changer de façon de le faire. Donc, ces sanctions, aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui ont été instigateurs, soudés derrière son gouvernement, le Mali est soudé derrière le président Assimi Goïta. Ce n'est pas parce que c'est Assimi Goïta marre de cette situation, de cette instabilité, que ça fait pratiquement 15-20 ans qu'il y a cette situation. Ça fait 20 ans qu'on doit faire des réformes nécessaires. Clé, la solution, parce qu'il faut des réformes nécessaires, et puis les sanctions de la CEDEAO, mais elles sont illégitimes.
la France? Ouais, je disais que c'est ce que j'avais dit. Je disais, nous avons un rapport, nous avons toujours eu un rapport avec la France qui est privé, mais en réalité, c'est les gouvernements français par leur comportement et leur arrogance qui a tourné le Mali dans d'autres mains. C'est clair, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, ouais. Donc, j'estime que vous avez décidé de changer les rapports avec la France, c'est-à-dire de changer, de revoir cette nous politique. n'avons pas décidé de changer les rapports avec la France, nous avons décidé de se respecter. C'est ça, c'est tout. Parce qu'on parle de Malikura. Les Malikura, c'est quoi? C'est un nouveau type de citoyen, un citoyen renouveau. Nous sommes à la recherche de ça. Un citoyen qui sait se respecter et qui sait respecter les autres aussi. Donc, nous ne cherchons pas à avoir des problèmes avec la France, ça c'est clair. Nous avons tellement de communautés qui vivent en France, qui sont un apport énorme pour certaines de nos villes. Donc, le Mali n'a jamais cherché à avoir un problème avec la France. Au contraire, c'est le comportement du gouvernement français qui a fait que le Mali a décidé de s'assumer. Donc, nous continuerons à collaborer avec tout le monde, que ce soit la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan. Mais je comprends pas cette obsession vers la Russie. C'est ce que je comprends pas. Cette obsession de la France et d'autres pays envers la Russie. Mais la Russie, c'est un partenaire depuis plus de 60 ans. 90% de nos cas, les militaires ont toujours été formés en Russie. Donc, je comprends pas ces comportements, cette attitude-là en voulant indexer la Russie comme la peste. Non, pas du tout. C'est quand même leurs voisins européens. Donc, le Mali traite avec tout le Mali n'a pas besoin de Laval, de Paris ou de Washington pour pouvoir dire ce qui est bien pour lui ou pas. Donc, nous sommes dans un nouveau état d'esprit. On ne peut plus continuer les mêmes pratiques depuis de 40, 50 ans. Non, ça, c'est fini, ça. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui sont au pouvoir et puis c'est des jeunes. C'est des jeunes. On n'a pas été colonisés. Nos grands-pères, peut-être, ils ont vécu tout ça, mais nous sommes des jeunes qui n'ont pas connu la colonisation, qui n'ont pas connu l'esclavage, tout ça. Donc, nous assumons et puis nous savons que nous devons diversifier nos partenariats. Pas besoin de rester avec la France. Non, la France, c'est pas la solution. Quand même, si c'était la solution, ça fait plaisir. Prenons l'exemple sur la crise insécuritaire au Mali. Mais la France, elle a tellement de part de responsabilité dans cette crise qu'elle ne peut pas être dédouanée. Parce que quand vous venez dans un pays en intervenant en disant que l'objectif, c'est de reconquérir l'intégrité territoriale du pays et à la fin, vous interdisez à notre armée, à nos femmes d'accéder à Kidal. Mais tout a commencé à partir de là. Quand ils sont intervenus en 2013, quand les militaires sont arrivés à la porte de Kidal, l'armée française les a interdit de rentrer. Et après, les Maliens ne comprenaient pas. Ils se sont dit peut-être que, comme il y avait des otages français qui étaient là en jeu, donc on estimait que c'est normal qu'ils essaient de défendre leurs citoyens. Mais une fois que tous ces otages ont été libérés, et puis ça a été cette politique de balkanisation, c'est-à-dire de faire qu'on ne peut pas trouver la solution. Donc le Mali s'assume. Donc ces mêmes gouvernements français avaient traité cette transition qui a mieux fait en 2 semaines que les 7 ans du régime du Beka. Donc vous imaginez ces remarques du gouvernement français. Et puis ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe en Guinée. Pourquoi le Mali, c'est quand même incroyable. Obsédé sur notre pays, c'est comme si notre pays ne nous appartient pas. Non, ça c'est fini, ça c'est terminé. Que chacun s'assure. La CEDEAO, s'il le souhaite, nous souhaitons être dans la CEDEAO. Nous souhaitons aussi avoir un bon voisinage avec tous ces pays riverains qui nous entourent. Mais on ne va pas, c'est-à-dire c'est pas d'autres qui vont nous marginaliser, c'est pas d'autres qui vont nous dire ce qu'on doit faire. Non, ça c'est fini, ça. Le Mali s'assume et puis que chacun continue à s'assumer, c'est très simple. Oui, mais vous n'avez pas que comme aujourd'hui problème avec la France, vous avez la CEDEAO, comme on dit tout à l'heure. La CEDEAO, elle aussi, considère que la transition, le coup d'État, même si on peut acter, mais on peut le condamner, mais vous ne dites pas sur combien de temps la transition va durer. Pourquoi vous ne dites pas aux autres, à tout le monde, quelle est la durée maximum de la transition? Vous savez cette durée de la transition qu'on appelle les ARN, les Assises nationales de la refondation, vont passer dans toutes les régions du Mali, dans toutes les villes, dans les recherches, et puis aussi en dehors du Mali, parce que nous avons une forte diaspora. Donc, tout le monde a été consulté, il y avait et puis soumis à la CEDEAO, mais la CEDEAO, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que non, c'est pas la nation, elle doit être animée par des débats politiques. C'est l'homme politique qui anime le débat dans la société. Donc, les militaires, là, à un moment donné, le Mali était tellement tombé qu'il fallait un militaire au pouvoir. C'est clair et net. Et ces gens qui sont là aujourd'hui, c'est leur parcours. C'est pas seulement le fait qu'ils sont militaires. Non,
c'est leur comportement, leur façon de le faire, et puis cette sincérité avec la nation. C'est ça qui est extraordinaire. Donc la CEDEAO, dans son intérêt, c'est de revoir sa copie. Et puis qu'elle ne se laisse plus influence. Moi, je n'ai plus confiance à cette institution. Elle doit même être dissoute en réalité. Elle doit être réformée, complètement refondée, parce que la CEDEAO, une CEDEAO qui est incapable de prendre une décision, qui attend que Paris donne des ordres pour qu'il se fixe. C'est quoi cette CEDEAO? Et puis c'est même pas normal que la CEDEAO, l'Union africaine, soit financée à hauteur de 60% par l'Union européenne. Quelle légitimité on peut avoir? Quelle liberté on a aujourd'hui? Si tout le monde est contre le Mali, c'est parce que le Mali a décidé de sortir de ce jeu irrespectueux vis-à-vis des peuples, parce que c'est que nous gouvernons nos institutions, en réalité, les citoyens ne se pas dans ces institutions. Donc la CEDEAO, dans son intérêt, elle doit se réformer en profondeur. Elle doit être capable de s'autofinancer elle-même, sans compter sur l'Europe, sans compter sur la Chine ou les États-Unis. Quand même, nous avons de la ressource humaine, nous avons quand même énormément de sous. Chacun peut accorder 1 ou 2% de son budget national pour le financement de ces structures-là. Et que nos décisions, qu'elles viennent de nous, qu'elles ne soient pas imposées. C'est tout ça le plus important aujourd'hui. Je pense que la CEDEAO, si elle était dans son rôle de démocrate, dans son rôle de pacificateur, la CEDEAO, ceux qui ont fait des réformes constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir, je ne veux pas dire de nom, vous le savez autant que moi. Donc, à un moment donné, ils n'ont pas été capables d'arrêter ces gens-là, et que ce qui s'est passé au Mali aussi, c'est à la faillite du pays quand même qui était là. Donc, l'armée s'est assumée, et puis, je ne comprends pas le comportement de la CEDEAO. La CEDEAO, elle a intérêt à s'autofinancer. Cette CEDEAO, nous ne retrouvons pas dans cette situation. C'est pas que le Mali, il faut voir les autres pays africains, ils sont complètement contre cette CEDEAO qui est là à la solde de la France pour des grandes puissances étrangères. Donc, aujourd'hui, c'est tout ça le plus important. La crise malienne nous a permis de voir autrement les choses, de voir le monde d'une autre façon, d'un autre pays. Donc, c'est très important que la CEDEAO doit se réformer, même s'il faut la dissoudre complètement, ou même peut-être pas la dissoudre, mais essayer de la réformer en profondeur. La première des choses, qu'on soit capable de nous financer. Si on n'a pas cette capacité de s'autofinancement, donc ça sert à rien que ces structures continuent, parce que c'est considéré aujourd'hui comme des politiques impérialistes ou des Français ou d'autres pays occidentaux, parce que le fait qu'ils financent, ils donnent, ils dictent. Ils n'ont même pas de respect pour nos autorités. C'est ça qui est le plus grave. Et nos autorités même ne se respectent pas entre eux. Vous imaginez le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tout ça. Un pays il y a eu coup d'État dans tous ces pays-là, à part le Sénégal, la Côte d'Ivoire, on sait qu'ils sont vécus pendant la crise de l'été. Le Mali, son comportement, notre président a fait un discours mémorable en Côte d'Ivoire, en disant que la sécurité de nos voisins, c'est notre sécurité. Je comprends pas aujourd'hui ces comportements qui est dicté par d'autres. Et puis dicté par qui? Par la France, que aujourd'hui les citoyens africains ne veulent plus cette façon de le faire, cette manière de faire. On veut plus ça en réalité. Donc c'est dans l'intérêt de la CEDEAO de comment on appelle là, de se réformer en profondeur. Et puis le Mali, de toute façon, les militaires au pouvoir, on l'a connu pendant un certain temps. Donc aujourd'hui, c'est pas question de militaires ou pas, parce que l'armée c'était le dernier rempart, et le Mali a décidé c'est eux-mêmes qui ont fait que les citoyens maliens ont plus aimé cette transition. Parce qu'en brandissant la sanction, alors qu'au Tchad, il y avait quelque chose qui s'est passé là-bas, personne n'en parlait. Après, c'était la Guinée. Mais pourquoi cette obsession sur le Mali? À un moment donné, ça suffit. Donc nous voulons rester avec tout le monde. Nous voulons rester dans toutes les structures, mais nous le ferons dans le respect. Qu'on nous respecte. Ceux qui nous respectent pas, on peut les dire qu'ils dégagent, quoi. C'est pas aussi compliqué que ça. Que ça soit la CEDEAO, que ça soit la France, ou peu importe. Tant que tu nous respectes pas, nous, on te dit, dégage. C'est très simple. Demander à cette politique aujourd'hui. Une politique de responsabilité. C'est tout ça le plus important. D'accord. Alors, donc vous êtes prêt à affronter donc, le CEDEAO tout en leur demandant d'assouplir les sanctions, et vous ne comprenez pas pourquoi on fait 2 poids 2 mesures. Il y a la Guinée, il y a eu ce qu'on appelle un coup d'État, comme on le dit. Il y a le Burkina Faso. Là aussi, vous dites 2 poids 2 mesures. Le Tchad aussi, 2 poids 2 mesures. Mais vous êtes peut-être le seul pays qui n'avait pas peur, à part avec le Centrafrique, de vous afficher avec les Russes. Et que peut-être que les Russes, vous êtes docteur en sciences de l'éducation, vous avez un master en ressources humaines, donc vous savez très bien les rapports de force mondiaux, et vous savez très bien que le bloc occidental affronte le bloc russe aujourd'hui en Ukraine, on le voit, vous le savez. Est-ce que vous n'êtes pas, vous, en train de participer à renforcer cette guerre, mais en Afrique? Non, pas du tout. Je ne vois pas comment. Non, on n'est pas dans ça. De toute façon, je vais dire que la Russie, les premiers voisins des Russes, c'est les Occidentaux. Ça, c'est clair et net. Donc, nous, c'est ce que les Mali a dit. Le gouvernement malien s'est assumé par rapport à ça. Nous ne faisons pas partie de l'influence d'aucun pays. Ça, c'est terminé. Le Mali fait partie de l'influence du monde. Nous pouvons collaborer avec les Russes, nous pouvons collaborer avec les Chinois. Je ne vois pas cette obsession contre la Russie. C'est ce que je comprends pas. Moi, j'ai passé toute ma vie à étudier en France. Donc, je ne vois pas ces comportements. Pourquoi accuser la Russie de tout, du diable? Mais s'ils ont décidé vous voyez un peu, ils ont intérêt même à ce qu'ils s'attendent un peu. Ils ont même intérêt.
Parce que ce qui domine aujourd'hui le monde, c'est les Occidentaux. Oui. Quel intérêt à aller chercher un conflit qui n'a même pas de sens? Et puis moi, je ne vais pas parler à ces cinéastes du président ukrainien parce que pour moi, il est en train de complètement détruire. C'est-à-dire imaginez quelqu'un avec quelqu'un qui collabore depuis plus de 60 ans et vous décidez comme ça de faire, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça c'est clair et net, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le Mali a continué et continuera à s'assumer, ça c'est clair et net. Nous on n'est pas dans des positions en disant qu'il faut la Russie ou les États-Unis ou la France. Non, ça c'est pas notre problème. Aujourd'hui le Mali essaie de sécuriser d'abord et puis nous ne faisons pas partie de l'influence d'aucun pays du monde. Il faut que les Occidentaux comprennent ça, qu'on n'est pas en 1932 ou en 1940 ou en 1960. Non, on est en 2022, on a fait des études dans leur pays, donc on est intellectuel quand même, on sait ce qui est bien pour nous, ce qui n'est pas bien. Donc le Mali est dans cette logique aujourd'hui, et puis on va continuer à s'assumer. Le Mali n'a jamais mis la France dehors, non, au contraire c'est la France qui s'est mis dehors, par son arrogance, par son comportement irresponsable. Surtout un ministre des Affaires étrangères qui sort tout le temps pour insulter, ou un président qui sort tout le temps pour insulter. Comment voulez-vous avoir un partenaire solide avec un pays en continuant à le dénigrer de cette façon, en lui manquant de respect, en traitant les pays en esclaves? Je comprends pas ce comportement. Moi j'ai vécu en France, il y a tellement de millions de Maliens qui sont en France, nous on se mêle pas de la politique interne comme ça, non. Donc aujourd'hui nous demandons ce principe de réciprocité, que la France nous respecte. D'accord. Alors moi on va essayer. Ce sont nous, si nous voulons. Oui, on va essayer d'avancer sur d'autres sujets. On va pour clore sur le chapitre politique. Il y a eu un coup d'État. Ouais. Il y a eu un coup d'État au Mali. Des militaires ont été présentés, ont été arrêtés. D'autres disent c'est une mascarade. D'autres disent c'est une réalité. Vous êtes parti de l'opposition, vous soutenez la transition, c'est ce que vous avez dit. Oui, on soutient 100% de la transition. D'accord. Le coup d'État, le coup d'État, c'était une réalité ou c'est une mascarade pour pouvoir redonner le blason à la transition? Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que le coup d'État le dernier coup d'État qui a été arrêté, où on a arrêté les militaires, pour d'autres c'est une mascarade et pour d'autres c'est une réalité. Vous qui êtes de l'opposition, vous pensez quoi? Que ceux qui sont pour ceux qui critiquent, qui disent que c'est une fantaisie, que c'était pas vrai? Non, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, ça c'est clair et net. Les coups d'État, c'est la rectification, on appelle ça la rectification de la transition. Parce que quand il y a eu les coups d'État en août 2020, donc on a fait appel à un officier à la retraite pour venir conduire les actions du pays. On a nommé un premier ministre civil. Tout ça, c'était pour respecter les exigences internationales. Parce que c'était normal, parce que personne ne souhaite le coup d'État. Un coup d'État, c'est un crime. On peut le considérer comme ça. Oui, mais récemment, là, le président Assimi Goïta, il y a eu un coup d'État on a essayé de le renverser lui aussi. Oui, mais c'est vrai, il y a une tentative de coup d'État qui s'est passée. Alors pourquoi condamner ce coup d'État-là, mais accepter le vôtre, accepter le sien, par exemple? Je dis tous les coups d'État est un crime. Je considère tous les coups d'État comme un crime. Ce qui s'est passé tout récemment, cette tentative de coup d'État, mais c'est des forces étrangères, d'autres esprits étrangers qui sont derrière tout ça. Parce qu'on est en train de monter les uns contre les autres en disant que la transition, non, on résume tout aux élections. C'est ça qui énerve le Mali. C'est pas les élections qui fait vivre le Mali, il faut qu'on se dise cette vérité. Donc aujourd'hui, on a trouvé des gens qui sont sérieux, qui sont honnêtes, qui sont en train de mettre quelque chose de nouveau sur place et qui est dans l'intérêt du pays. Donc les tentatives de coup d'État là, c'est des manipulations qui sont derrière ça en réalité. Parce qu'il y a des officiers qui ont été accusés, qui ont tenté ces coups d'État, cette tentative de coup d'État qui s'est passée il y a pas si longtemps que ça. Donc je pense que tout ça, il y a une manipulation derrière ça en réalité. Donc je ne vois pas, c'est la communauté internationale même qui encourage ça en réalité. Ils encouragent qu'il y ait un nouveau coup d'État au Mali. Parce qu'ils estiment que ceux qui sont là aujourd'hui ne font pas leur affaire. Parce qu'ils sont pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Ils sont là d'abord pour faire plaisir au peuple malien. C'est nous qui sommes victimes depuis 10 ans du terrorisme international qu'on nous a imposé. Je peux même me permettre de dire qu'on nous a imposé. C'est une guerre qu'on nous a imposée. Donc, vous croyez que les terroristes sont une manipulation occidentale? Le terrorisme malien, c'est une manipulation occidentale. Ça, je peux le dire. Je peux le dire parce qu'on ne peut pas comprendre des terroristes, des gens qui sont dans des motos comme ça, qui peuvent sortir, faire des dégâts énormes, qui disparaissent comme ça de toutes les radars. Depuis la rectification de la transition, vous avez vu la montée en puissance de nos forces armées parce qu'il y a personne qui est là pour les protéger. Donc, à un moment donné, vous imaginez, on est face à un terroriste, un mec qui est armé, qui vient s'exploser devant le monde et puis on doit
l'appréhender, on nous demande de l'appréhender d'une façon, je ne sais pas, cette façon un terroriste, c'est un terroriste, quelqu'un qui prend des armes, et les forces armées, quand ils vont les croiser, mais c'est normal qu'ils désarment ces gens-là. Ça, c'est clair et net. Donc, je pense que nos forces armées, depuis quelques mois, il y a une montée en puissance. Et puis, ce qui était quand même incroyable dans cette histoire-là, on est un pays où il y a plus d'une dizaine de forces étrangères. En même temps, on achetait des armes, on nous interdit, on nous empêchait pas d'acheter, mais on achetait d'autres qui en achetaient des armes pour pouvoir réceptionner ces armes, c'était des problèmes. Après, il y a des droits de l'homme ou de quoi que c'est là qui pose des veto. Comment voulez-vous qu'on lutte efficacement contre le terrorisme quand on achète des armes, ces livraisons posent des soucis? Il faut qu'on se pose des vraies questions. Qu'est-ce qui ne va pas en réalité? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que le terrorisme, c'est pas par le dialogue. Et puis le Mali a décidé de parler à ces terroristes, on nous a interdit ça aussi. On nous empêche de nous vendre des armes, on nous interdit aussi de parler aux terroristes. Mais je comprends pas. Ces terroristes, c'est pas des Maliens. Il y a des Maliens, mais c'est pas que des Maliens. Il y a des étrangers. Donc, à un moment donné, notre armée a compris ce jeu de balkanisation du pays. À un moment donné, ils se sont dit que ça suffit. Il faut qu'on continue à s'assumer. Donc, l'armée est dans cette phase aujourd'hui et nous sommes très fiers de nos forces armées. Parce que l'armée, c'est le dernier rempart. Le Mali était tellement tombé que c'était seule l'armée qui pouvait nous aider à sauver. Et nous sommes dans cette phase. Qu'on nous fasse confiance, qu'on nous laisse le temps nécessaire. Vous voyez, on nous porte toujours des dates, des chronogrammes, tout ça, c'est important que le détail des plans. Mais comment voulez-vous demander un programme détaillé à quelqu'un, en même temps, vous brandissez le drapeau de la sanction? Ça veut dire quoi? Le 14 janvier, la grande manifestation du soutien à la transition. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est les sanctions illégitimes et illégales qui ont provoqué ça. C'est quand même incroyable. Le partenariat avec la Russie, comme le dit notre ministre de la Défense, c'est un partenariat gagnant. Parce que les Russes, ils nous mettent pas des veto. Quand on achète des armes, on nous livre ces armes. Quand on demande la formation, et puis on vient nous former par rapport à ça. Mais l'Union européenne, avec toutes ces forces qui sont là, en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec un budget d'1 milliard de francs CFA par jour? Ça fait 9 ans. Vous imaginez 365 milliards de francs CFA par an, multiplié par 9, et on n'arrive pas à tuer ce terrorisme. Et puis elle s'est éparpillée partout dans les pays. Et on veut qu'on s'assoie pour continuer à regarder ça pour faire plaisir à tous. C'est ce que je comprends pas aujourd'hui. Le Mali va continuer à collaborer avec la Russie. Le Mali va continuer à collaborer avec l'Inde, avec la Chine, avec le Pakistan, avec la Turquie. Avec la France? Avec la France aussi. Avec la France aussi, bien sûr. Mais c'est aux Français, plutôt aux gouvernements français de voir les positions. Non, le Mali n'est pas une sous-préfecture de la France. Moi, je vis en France, j'ai toujours respecté les autorités françaises. Je ne me suis jamais mêlé de la politique française quand j'étais là-bas. Au contraire, pourquoi cet acharnement contre notre pays, cet acharnement contre le gouvernement? C'est les militaires qui nous dérangent, qui nous dirigent. C'est nous qui sommes dirigés par les militaires. Je vois pas le problème. Je vois pas les problèmes, leur comportement, leurs sanctions, en disant que ouais, c'est comme ça, l'élection. Mais c'est quoi ces élections? On essaie de résumer tout à une élection. La démocratie, ce n'est pas que les élections. La démocratie, l'élection est l'un des éléments de la démocratie. Mais ce n'est pas l'élément central de la démocratie. L'élément central de la démocratie, c'est d'abord la sécurité d'un pays pour pouvoir vivre convenablement, pour pouvoir organiser des élections, pas que des élections pour que chacun puisse vaguer à ses occupations. Il faut d'abord la sécurité. Et nous sommes là depuis 10 ans, plus de combien de milliards de dollars qui sont investis dans une crise insécuritaire dont on n'arrive pas au bout. Mais à un moment donné, nos forces armées se sont dit, mais c'est pas la solution. Il faut qu'on s'assume. Et puis on a des matériaux nouveaux. La Russie nous fournit des armes nécessaires pour la surveillance, pour lutter efficacement contre le terrorisme. Je dis pas que l'Occident, les pays occidentaux ne l'ont pas fait, mais leur politique, c'était à moitié. C'est comme le verre à moitié vide en réalité. Ils n'ont pas été là efficacement. Ils ont échoué comme nous. Nous avons échoué, nous avons fait appel à eux. Donc quand on fait ce constat en disant que nous avons échoué, nous allons voir d'autres choses. On nous parle de Wagner, on nous parle de ceci, de cela, mais c'est de la spéculation. Si la sécurité des Maliens doit passer par une collaboration avec l'enfer, les Maliens sont prêts à aller. Ça, c'est clair et net. Parce qu'on en a marre que nos femmes, que nos sœurs, que nos parents, que nos pères meurent tous les jours, un pays comme ça, vous imaginez? Un pays où il y a les Sinangouya, les cousinages, un Koné avec un Traoré, un Pel avec un Dogo, c'est millénaire tout ça. Et puis, en quelques années, on a essayé d'enlever tout ça, monter les Pel contre les Dogons contre les Pel, mais à un moment donné, ça suffit. C'est quand même notre pays. Vous êtes, vous vivez en Angleterre, moi je vis en France. Vous pensez que la communauté africaine, quand on est dans ces pays occidentaux, on se met de la politique intérieure de ces pays? Non. Parce que nous, on respecte ces pays-là. Donc, on demande la même chose, la réciprocité. Si nous respectent, si on veut collaborer avec l'enfer, c'est notre choix. C'est pas les autres qui vont nous imposer, non, il faut aller voir. Non, ça c'est fini ça. Donc, on est dans cette phase. Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que aujourd'hui, vous qui êtes, je veux dire, de la coalition qui soutient la transition, vous soutenez donc le parti au pouvoir aujourd'hui, enfin les militaires qui sont au pouvoir. Est-ce que vous acceptez
des voix discordantes. Est-ce que vous comprenez aussi qu'il y a des gens qui s'opposent à ce programme que vous défendez? Et ce sont des Maliens. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est ça aussi les débats politiques. Tout le monde ne peut pas être unanime derrière la transition. Mais quand c'est ça, ça veut dire que c'est ça qui est extraordinaire. Parce que le fait qu'il y a une opposition et qu'il y a l'inquiétude des uns et des autres, c'est normal. Donc ça nous permet d'avoir au moins de prendre tous en considération. La transition, tout le monde ne le soutient pas. Mais il y a un soutien énorme qui est là aujourd'hui. Mais ceux qui ne soutiennent pas la transition, mais malgré ça, il y a pas de menace ou d'intimidation. Je comprends pas. Moi, personnellement, j'ai des amis, des camarades qui sont d'autres partis politiques, qui sont critiques, qui ont une critique virulente vis-à-vis de la transition, mais personne n'est inquiété ou interpellé. Ça, c'est clair et net. Je comprends pas, franchement. Parce que tout le monde ne peut pas être unanime. Même un pouvoir démocratique, il y a une opposition, il y a une majorité. Comme à une transition militaire, mais c'est tout à fait normal que tout le monde ne peut pas la soutenir. Mais je peux vous garantir que le soutien de la transition, elle est énorme par rapport à ceux qui ne la soutiennent pas. Mais malgré ça, c'est leurs craintes, ceux qui ne la soutiennent pas, leurs craintes, leurs inquiétudes, et on essaie de répondre à ça. Le gouvernement essaie de répondre à ça tous les jours avec des communiqués, avec le ministre de la Réconciliation qui essaie de trouver une solution par rapport à tout ça. Mais c'est normal, ça c'est le débat politique. Mais aujourd'hui, l'armée malienne est en train de défendre l'intégrité du territoire. Qu'on soit politique ou pas, on peut avoir des critiques, des avis différents, mais en réalité, dans l'ensemble, si la transition, il n'avait pas le soutien du peuple malien, vous imaginez qu'avec transition, ça va continuer comme ça, mais nous vivons une difficulté énorme. Tout le monde le sait, mais personne ne se plaint. Ceux qui se plaignent aussi, ils sont écoutés. Ça veut dire que les gens, ils soutiennent cette transition. Parce qu'ils estiment que cette transition, c'est une fierté nationale. Parce qu'elle est en train de mettre quelque chose de nouveau sur place. Même la façon, il faut voir comment on est respecté aujourd'hui, malgré les sanctions, mais notre pays, on peut sortir, dire ce qu'on veut, sans être, c'est pas Paris ou Washington qui va choisir le futur président du Mali. Ça, c'est clair et net. C'est les peuples maliens qui vont le choisir avec leur propre diagnostic et leur propre analyse. C'est tout ce qu'on demande. Il y a des difficultés dans toutes les sociétés, nos opposants ou ceux qui sont avec la transition, mais chacun vague, chacun dit ce qu'il veut. Donc, moi, je suis au Mali depuis pratiquement un mois, je n'ai pas vu des gens qui disent qu'ils sont muselés ou ils sont empêchés de parler. Non, c'est pas du tout le cas. Mais quand ils sortent pour dire n'importe quoi, même en France, c'est interpellé, c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas sortir d'un pays qui est en guerre, qui est en train de tout faire pour trouver une solution et que d'autres sortent pour déstabiliser. Donc, à un moment donné, s'ils sont interpellés, c'est tout à fait légitime parce que c'est l'intérêt du pays qui est en jeu aujourd'hui. C'est pas l'intérêt de Assimi Goïta, c'est pas l'intérêt du Dr Chougala Koukal Maga ou l'intérêt du M5 RFP. Non, c'est l'intérêt du peuple malien qui est en jeu. Et cette armée, c'est notre armée. C'est une armée républicaine qui est là pour défendre l'intégrité du territoire, qui est là pour donner plus de chances aux Maliens, que les Maliens puissent se déplacer, qu'ils puissent vaguer à leurs occupations. Donc moi, je pense qu'au contraire, le Mali doit être soutenu dans cette phase-là aujourd'hui parce que nous luttons efficacement, tout seuls, sans le soutien de qui que ce soit. Nous luttons tout seuls. Donc à un moment donné, qu'on nous soutienne au lieu d'être dans les critiques, tout ça, les critiques, c'est pas la solution. C'est pas la solution, c'est important de critiquer, mais quand on critique, il faut proposer quelque chose. Oui, ceux qui ont échoué, nous avons échoué tous ensemble et nous avons essayé de revoir notre copie. Et puis aujourd'hui, ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les réfugiés, les déplacés rentrent d'eux-mêmes dans leur cas. Il faut les encourager. Ça, c'est quelque chose de bien. Parce que ce terrorisme-là, elle n'est pas que malienne. Elle peut se déplacer, elle peut aller. Vous avez vu qu'il y a des attaques au Togo, au Bénin, tout ça. Mais si on les contrait au Mali et que toutes les forces viennent nous aider par rapport à ça, mais c'est pas le cas, on nous empêchait de survoler notre surface et notre territoire. Comment un pays sérieux qui est chez toi, je prends l'exemple sur un chef de famille, il est chez lui, on l'empêche de tout faire. Il peut rien faire sans demander l'autorisation aux autres. Mais c'est quoi ça? Et puis, si on décide de s'assumer, on nous traite de tous les noms, on traite avec les milices, Wagner, tout ça, mais c'est des conneries, ça, en réalité. Le Mali est dans une situation, si on doit collaborer avec l'enfer pour finir avec cette situation, nous sommes prêts à le faire. Que les autres les comprennent très bien. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous sommes là d'abord pour faire plaisir au peuple malien. C'est ça le plus important aujourd'hui. Moi, je pense que c'est très important. Alors, je vous ai compris. Alors, autre question. Vous avez décidé de rentrer vous êtes docteur en sciences de l'éducation, vous avez fini vos études en France, vous êtes rentré, vous vous engagez en politique. Est-ce que vous direz que votre engagement, c'est parce que vous considérez qu'il faut donner de son temps et de son savoir pour aider son pays? Ou, comme le dit le président Gbagbo, si on vient en politique, c'est pas pour s'enrichir. Est-ce que vous dites que vous allez en politique pour vous enrichir ou plutôt juste pour aider le Mali? Déjà, la politique, c'est
c'est quand même un engagement désintéressé. En plus, ce que le Mali traverse aujourd'hui, le Mali compte sur tous ses enfants, ceux qui sont à l'intérieur comme ceux qui sont à l'étranger, la diaspora. Donc, nous sommes dans cette obligation de soutenir notre pays. Si nous voulons avoir de bonnes conditions d'existence, le minimum, c'est d'abord de soutenir cette transition parce que nous avons des expertises dans tous les domaines qui ont fait des études en France, qui sont en Amérique ou aux États-Unis ou en Chine, peu importe. Mais aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'apporter mon expérience au service de la patrie. Cette expérience, je le fais de façon désintéressée. Pas pour m'enrichir, au contraire, j'ai plusieurs casquettes, comme vous l'avez dit au tout début de l'émission. Je suis auto-entrepreneur. Je suis dans d'autres produits, dans d'autres trucs que je suis en train de développer à côté. Si je dois m'enrichir, c'est dans ces domaines-là, dans les domaines du business, de l'entrepreneuriat, mais pas en voulant m'enrichir sur les autres États, un pays aussi pauvre comme le Mali. Donc la politique, c'est pas l'enrichissement en réalité. C'est une action dévouée, désintéressée, gratuite pour le pays. Parce que quand on aime nos pays, ils nous ont tout donné. Moi, j'ai la chance de grandir au Mali, de faire toutes les écoles ici. Et après, j'ai été envoyé faire des études en France ici. Donc, à un moment donné, nous sommes dans cette logique de retour d'expérience. Nous voulons aider notre pays. Il n'y a pas que moi, il y a pas mal de jeunes docteurs qui sont actuellement au Mali ici, qui ont fait des formations en France, aux États-Unis ou en Allemagne, qui sont là parce que chacun veut apporter sa pierre à la contribution nationale. Et nous, c'est de proposer une éducation de qualité, de proposer quelque chose de mieux. Parce que tout passe par l'éducation. Quand on a des citoyens formés, des citoyens qui savent ce qu'ils veulent, en réalité, c'est très difficile de manipuler. Aujourd'hui, on peut plus manipuler des intellectuels parce que les gens, ils savent ce qu'ils veulent. C'est ça le plus important aujourd'hui. C'est de financer, de donner plus de chance aux enfants, que les gens puissent aller à l'école, se former. Et puis, quand on apprend l'histoire de notre pays, nous avons une démocratie qui a plus de 800 ans quand même. La charte de Kourougan-Foua, elle date pas d'aujourd'hui. La bataille de Kirina, de 1235. Nous sommes un grand pays. Nous sommes un pays de grands empires. Donc, c'est très important qu'on enseigne tout ça à l'école. C'est intéressant d'étudier la Chine, d'étudier la France, d'étudier l'Union européenne. Mais à un moment donné, on a besoin de s'approprier de nos propres cultures. Je prends pas, c'est pas que le Mali, c'est tous les pays africains. Que nos systèmes éducatifs répondent à nos exigences, à nos besoins. C'est pas d'aller faire des études qui ne correspondent plus à nos réalités. C'est surtout ça le plus important aujourd'hui. Le Mali est dans cette phase-là, comme tous les pays africains. Mais le Mali aujourd'hui, vous savez ce qui se passe au Mali. C'est le destin de l'Afrique du Mali. Et les Maliens assument ces choix. Et nous allons faire honneur à toute l'Afrique parce que nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la France. Non, je ne souhaite pas du tout que le Mali et la France soient dans cette situation. Mais à un moment donné, quand c'est comme des relations amicales, quand vous êtes ami avec quelqu'un, à un moment donné, qui vous respecte pas, qui vous dénigre, qui vous traite de tous les noms, mais à la fin, vous allez décider de rompre avec cette personne. C'est leur comportement qui fait que la transition malienne a décidé d'aller voir ailleurs. Les comportements de certaines qui viennent chez nous, qui se croient tout permis, alors que nous avons une forte communautés chez eux, qui sont en France, qui sont en Europe, mais on ne se mêle pas de ça. On va vaguer à nos boulots, à nos occupations. Et puis, je comprends pas vraiment cette situation. Donc, à un moment donné, nous sommes dans cette logique et nous allons former tout le monde. Moi, je suis là aujourd'hui, c'est surtout la citoyenneté aujourd'hui. D'apprendre aux gens qu'est-ce qu'on veut en réalité. C'est pas sortir de la mer de la France pour aller se mettre dans la mer de la Russie, non. Mais aujourd'hui, on est dans cette logique, on est en train de se chercher. Donc, c'est normal qu'on collabore avec tout le monde. Donc, on est dans cette phase en réalité. Alors, et puis, oui, allez-y. Oui. Les sanctions. Non, les sanctions que vous subissez de la part de la CEDEAO et des pays voisins, comment vivent les Maliens? Comment ils font pour vivre avec? Les Maliens vivent de façon très difficile. Parce que quand on sanctionne quelqu'un, c'est lui empêcher, c'est tout ce qui se passe avec le Mali, la fermeture des frontières, un pays qui n'a pas de débouché sur la mer, un pays qui vit de manière très pauvre, mais malgré tout ça, on nous traite de tous les noms, les sanctions, personne ne les souhaite, les gens vivent difficilement au Mali aujourd'hui, les commerçants, il y a cette difficulté. Non pas que le Mali, même ces pays qui ont décidé de fermer la frontière, ces pays sont aussi dans cette difficulté aujourd'hui. Donc les sanctions en réalité, ce n'est pas la suite. Sanctionner quelqu'un parce que cette personne veut retrouver sa liberté, parce que cette personne estime que j'ai échoué, je vous ai appelé, nous avons échoué ensemble, donc allons voir ailleurs. Je ne vois pas l'utilité de cette sanction. Quand on sanctionne, on radicalise les positions. C'est ce que j'ai toujours dit. Par exemple, les sanctions contre la Russie. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie et l'Ukraine. Tout le monde s'est levé pour brandir les sanctions contre la Russie, mais qui est victime de cette sanction aujourd'hui? C'est le monde, c'est pas que la Russie. Donc les sanctions, ce n'est jamais la solution. Et puis il faut sanctionner sur des bases véridiques.
des bases légitimes, mais les sanctions du Mali, c'est illégal. Il n'y a aucun respect parce que nous avons décidé de nous retrouver, que notre pays nous appartient. Et puis, tout le monde s'élève. Vous pensez que les Ivoiriens vont accepter que leur pays soit banalisé comme ça? Vous pensez que les Sénégalais vont accepter que leur pays soit envahi de cette façon? Vous pensez que les Togolais, les Béninois, et les Guinéens, les Camerounais, nous sommes les seuls pays africains qui a décidé de donner une partie de son unité pour l'unité africaine. Nous sommes les seuls pays au monde qui a décidé de faire ça. Et on nous sort pour nous parler de la démocratie, pour nous parler des élections. Nous avons des élections ici depuis plus de 800 ans. En réalité, la charte de Kourougan-Fouga, tout est dit en 1236, après la bataille de Kirina, tout a été dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les hommes, les femmes, les vols interdits, tout ça, on a ces valeurs ancestrales-là qui sont en nous. Donc, on ne se laisse plus impressionner par qui que ce soit, qu'ils continuent les sanctions et le Mali va continuer son chemin aussi. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça, il y a pas, on va pas accepter ça. Ils veulent les sanctions, qu'ils continuent les sanctions et nous allons voir ailleurs. Personne ne peut nous interdire ça. C'est clair et net. Donc, si on va voir la Russie, si on va voir la Chine, si on va voir le Pakistan, on choisit qui on veut. On n'a pas besoin que les autres viennent nous dire ce qu'on doit faire. On est mature, on s'est cassé la gueule tellement de fois qu'à un moment donné, on sait ce qu'on veut. Donc, je pense que ces sanctions, elles n'ont aucun sens. C'est dans l'intérêt même de la communauté internationale de revoir leurs copies, d'arrêter de brandir ces sanctions. Quand la Libye a été détruite, qui a été sanctionné? La Libye. Quand on a détruit complètement l'Irak, qui a été sanctionné? Mais nous, on vient nous parler de quoi que ce soit là. On a les mêmes dignités. Donc, le Mali va s'assumer et continuer à s'assumer. Une élection en Côte d'Ivoire, il y a des trucs, c'est comme on appelle la c'est pas comme c'est la Guinée-Conakry. Mais c'est quoi cette histoire? C'est le fait que cette négociation a fini en 2017. Après, quand ces gens sont arrivés à la Côte d'Ivoire, on les a interdits à assister à un massacre de nos citoyens comme ça. À un moment donné, ça suffit. Donc, les Maliens dans cette phase aujourd'hui, ils continuent les sanctions, et puis nous allons continuer. On va pas dire qu'on va quitter la CEDEAO, non. Mais si la CEDEAO continue comme ça, c'est bientôt la fin de la CEDEAO. Parce que les gens ne veulent plus continuer de faire partie d'une institution incapable de s'assumer. Une institution qui ne sait même pas ce qu'il veut, qui reste dans son bureau où les autres extra-africains qui les donnent des directives. Quelle légitimité, quelle légalité dans cette institution. Et puis chacun est dans son coin, il parle du Mali. C'est comme si le Mali, c'est la propriété de la communauté internationale. Non, le Mali appartient aux Maliens. Ça n'appartient pas aux Ivoiriens, ça n'appartient pas aux Sénégalais, ça appartient aux Maliens. Qui nous laissent continuer notre politique nationale. Vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte la vie de vos voisins. Vous ne pouvez pas être isolé en disant que le Mali appartient au Mali, le Mali appartient au Mali, et le Mali a des partenaires, et le Mali a aussi à respecter les autres partenaires qui sont membres de la CEDEAO et de l'Afrique. Nous, on respecte tout le monde. Nous sommes les seuls pays qui respectent tout le monde, mais c'est les autres qui ne nous respectent pas. C'est très simple. Nous respectons. Nous avons une culture de respect. Nous avons une culture d'hospitalité. Nous sommes un pays respectueux parce qu'on ne se mêle pas de la politique interne des autres. C'est vrai, c'est important de parler à ses voisins. C'est important de discuter avec ses voisins. Mais vous voyez comment on est traité? Chacun sort pour dire des conneries. C'est comme si le Mali n'appartient plus au Mali, ça appartient à la communauté internationale. Cette politique, c'est terminé. Le Mali appartient aux Maliens. Ça ne veut pas dire qu'on va se fâcher avec nos voisins. Non, mais nous allons nous assumer. Que chacun s'assume, c'est très simple. Est-ce que ça veut dire que vous allez créer votre propre... Mais c'est pas du critique, c'est que c'est pas Mali. Ça veut dire que vous créerez votre propre monnaie, par exemple? Que vous quitterez de la monnaie de franc CFA, Afrique de l'Ouest? On n'est pas dans cette... Pour l'instant, on n'est pas dans cette logique. Non, on peut pas dire qu'on va... On est dans un combat de sécurisation. On peut pas tout faire à la fois. Nous n'avons jamais demandé de quitter le CFA. Nous n'avons jamais demandé de quitter la CEDEAO. Nous n'avons jamais demandé de quitter UEMOA. Nous respectons ces institutions. Nous voulons juste que ces institutions nous respectent aussi. Donc, l'histoire de France CFA ou de monnaie, on va pas, le Mali n'est pas un îlot, on n'est pas seul au monde, c'est clair. On a besoin de tout le voisinage des autres pays. Mais à un moment donné, que les gens nous respectent. Et puis, nous sommes dans une logique, on est dans le CFA. Personne n'est sorti au Mali comme ça. C'est pas non. Et puis, la langue officielle au Mali, c'est le français. C'est pas le russe, ça quand même, à ce que je sache. Donc, c'est à eux de revoir un peu les copies. C'est vrai que le Mali doit faire un calendrier normal, légitime, c'est détaillé. Après, on va vers des élections. C'est normal, c'est tout à fait normal de faire ça. Mais quand vous sortez, vous sanctionnez, vous voyez aujourd'hui les calendriers électoraux, personne n'en parle au parti. Les gens n'ont plus confiance au parti. Le fait qu'on a essayé de nous humilier en sortant pour nous brandir des sanctions. Et puis après, ils nous disent que
c'est le Mali qui veut sortir ça. Non, ce n'est pas du tout notre intention. Il faut voir le G5 Sahel. Notre gouvernement a demandé la présence du G5 Sahel. Non, on lui a pas donné. Ça fait depuis février 2022, on doit nous donner ça. Mais la France, avec d'autres pays, on dit non, il faut pas leur donner la présence du G5 Sahel, alors que nous sommes à jour par rapport aux personnes. Donc, nous sommes assumés. Quand on est dans une structure ou une organisation, quand tu n'es pas respecté à un moment donné, décide de quitter. C'est très normal, c'est très légitime. C'est comme les rapports humains. Vous êtes mon ami, vous me respectez pas, à un moment donné, ça bye bye. C'est dans cette logique-là, on a décidé de marquer en sortant du G5 Sahel, parce que le G5 Sahel n'a pas sa raison d'être. Parce que c'est le Mali d'abord qui lutte efficacement. Le terrorisme, c'est plus au Mali que dans le pays. Donc, quand vous avez une présidente qui est tenante, il faut refuser de la donner à notre président parce qu'il y a un coup d'État. La présidente tchadienne, là, c'est pas les militaires qui gèrent la Tchad. Pour qu'on les donne la présidence, et nous, on nous refuse de nous donner cette présidence-là, et puis on parle des G5 Sahel, mais non, ça n'a plus de sens. Donc, le Mali n'est plus à la merci de qui que ce soit. Ça, c'est clair et net. On est dans cette logique aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on est arrogant, non, parce qu'on a tellement subi, on a tellement supporté qu'à un moment donné, ça se fait clair. On est dans cette logique. Donc, nous, toute organisation, toute structure qui ne nous respecte pas, et puis le Mali va pas. Ça ne veut pas dire qu'on va créer du jour au lendemain les francs CFA. Moi, je ne vais pas rentrer dans les politiques de création de monnaie, tout ça, parce que j'ai pas tous les éléments nécessaires. Et puis, une monnaie, ça se fait pas comme ça. On a la capacité, on peut le faire, mais c'est bien toujours de rester dans une communauté de destin. Donc, dans une communauté de destin où on est respecté, où on est écouté. Le Mali, quand même, ça a été l'instigateur de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Nous sommes l'un des rares pays qui a réussi son multipartisme, qui a réussi les premières élections démocratiques en 91, 92, quand Alpha Condé était au pouvoir. Donc, tout le monde prenait l'exemple, c'est nous. Mais vous imaginez, depuis tout ce temps, il y a toujours des coups d'État parce qu'il y a un malaise qui est là. Il y a quelque chose, la démocratie ne répond pas à toutes ces questions en réalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dictateur. Non, je ne sais pas de ça du tout. Mais cette démocratie à l'occidental, elle ne marche plus encore. Il faut la réadapter à nos propres situations, à nos propres réalités. C'est tout ça le plus important. Alors encore deux questions et puis on aura terminé parce que je vous remercie beaucoup. On sait que la connexion est un peu difficile. Merci. L'autre question que je voulais vous demander, c'est que vous avez signé un accord avec la Russie. Vous avez demandé ce qu'on appelle le transfert de compétences. Est-ce que oui. vous êtes en train de dire, en servant d'exemple aussi pour les autres pays africains, qu'aujourd'hui, le vrai partenariat, c'est gagnant-gagnant avec cette possibilité d'avoir un transfert de compétences au cadre et tous les travailleurs maliens quand un contrat est signé pour des choses bien précises. C'est ça que vous voulez désormais. Gagnant-gagnant pour le Mali. Gagnant, exactement. On veut un partenariat gagnant-gagnant. Avant d'abord le gagnant-gagnant, il faut d'abord du respect et la considération. C'est très important dans toute relation, qu'elle soit une business ou peu importe, quel qu'en soit, quand on respecte quelqu'un, on peut avoir. Donc le Mali est dans une logique de république. Nous voulons être respectés. Et puis, nous voulons aussi un partenariat gagnant-gagnant. On n'est pas obligé de continuer avec un seul pays. Mais les pays occidentaux, vous pensez qu'ils traitent seulement avec un seul pays, mais ils se traitent avec d'autres pays. Pourquoi chez nous, on nous impose ces exigences-là en disant que ouais, c'est zone d'influence de la France? Sinon, ça, c'est terminé, ça. On n'est plus dans cette logique aujourd'hui. On est dans autre chose. Donc, le Mali, tous ces partenariats, c'est d'abord dans l'intérêt du Mali. Que les Maliens sachent que tout ce que nous allons faire, c'est un partenariat gagnant-gagnant. On ne va pas rentrer dans une relation qui ne nous rapporte pas du temps. C'est fini, ça. Nous faisons tout dans le gagnant-gagnant. Avec les partenaires russes, je vous ai dit, l'achat des armements et puis la livraison de ces armements. Et c'est ça le partenariat gagnant-gagnant. On ne va pas nous permettre des droits de veto pour dire que non, on ne peut pas acheter ça. Si vous achetez ça, on le bloque. Non, ça c'est important aujourd'hui. Ça, c'est pas que dans le domaine militaire, mais dans tous les domaines, dans le domaine économique. Aujourd'hui, le Mali, pas que la Russie, on est parti voir le Qatar tout récemment. On est parti voir les pays, comment on appelle, le Qatar et l'Émirat Arabes Unis, on est parti les voir aussi. On est parti voir le Rwanda, on est parti voir d'autres pays. Nous, la Turquie. Donc, je ne vois pas pourquoi le Mali ne cherche pas aussi à gagner, à avoir d'autres partenaires qui peuvent lui rapporter plus peut-être. C'est tout ça le plus important aujourd'hui. Parce que ce qui se joue au Mali ici, ça se joue pratiquement partout dans le pays africain. Donc, on nous empêche d'aller voir des gens. On nous empêche d'aller voir d'autres partenaires. Parce que, sous prétexte que, non, l'autre là, s'il vient, c'est l'influence de tel ou tel pays. Non, ça c'est fini. C'est fini ça aujourd'hui. On est en 2022, on ne peut plus continuer cette mascarade-là. Donc, le Mali va continuer à s'assumer, va continuer à avoir d'autres partenaires, va continuer à jouer son rôle de leader africain. Ça, c'est clair et net. Que les gens comprennent que nous ne sommes pas anti-français, nous ne sommes pas contre la France. Pas du tout. Moi, j'ai des amis. 80% de mes amis, c'est des Français. Donc, je ne peux pas être contre les Français. Mais je suis contre la politique
prédatrice de la France. Je suis contre cette politique néocolonialiste qui se croit, voilà, tout permis et qui interdit aux autres ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc, aujourd'hui, la mère des partenariats, c'est des partenariats gagnant-gagnant. On ne va plus tendre la main à qui que ce soit. Ça, c'est fini. Ça fait pratiquement combien de temps que le Mali vit sous embargo? On vit de nos propres ressources. Il n'y a pas d'aide de qui que ce soit. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. On a mis cette idée dans la tête des Africains en disant que, ouais, il faut nous aider, mais on n'a plus besoin de l'aide des gens aujourd'hui. On a plutôt besoin du respect. On a plutôt besoin de la considération des autres. On a plutôt besoin de l'accompagnement des autres. C'est surtout ça le plus important aujourd'hui. Nous collaborerons avec tout le monde tant que c'est dans notre intérêt, tant qu'on sait qu'on gagne. Et puis, c'est pas nous seuls qui gagnent. Tout le monde gagne. C'est ça le partenariat. Quand c'est pas gagnant-gagnant, c'est que ça n'a pas de sens d'avoir un peu. Alors, vous êtes président ou mandataire du Rassemblement des Maliens en France. Votre parti, votre leader politique, il est dans l'opposition. Le jour où les élections se pointeront, vous serez candidat. Le parti sera candidat. Vous avez un projet futur pour le Mali que vous avez comme programme? Merci. Nous avons un parti, comme je l'ai dit, c'est l'avant-dernier parti politique du Mali. Nous sommes un parti de rupture parce que nous avons décidé de changer la façon de faire. Nous ne sommes plus dans cette politique de prédation, non, nous sommes dans l'ouvert. Nous sommes un parti socialiste. On peut se permettre de dire ça parce que nous sommes plutôt sur l'aile gauche de l'échiquier politique malien. Donc, nous avons des ambitions, un parti politique déjà bien que les deux et des ambitions. Notre première ambition, c'est d'abord de se faire connaître. Une fois qu'on se fait connaître au Mali, bien sûr qu'il y aura bientôt des élections. C'est normal que le Rassemblement des Maliens désigne un candidat à la présidentielle prochaine. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas parce que nous sommes un jeune parti. Nous avons les jeunes cadres qui sont avec nous. Et puis notre président, c'est Ismaël Paul Bourreau, c'est un cadre valable du pays. C'est un parti d'avenir. Parce qu'il y a plusieurs partis. Nous avons plus de 200 partis. Donc nous avons tellement qu'il y a des partis. Est-ce que c'est normal, c'est pas. Mais nous l'avons fait parce que nous estimons que ce que nous recherchons, nous ne voyons pas dans les autres partis. C'est d'abord la situation des Maliens. C'est d'abord de s'occuper du Mali. C'est d'abord un projet société pour le Mali. Un projet sur le plan éducatif, sur le plan économique, même sur le plan diplomatique. Avoir des partenaires dans tous les pays du monde, avoir des ambitions, avoir aussi un projet de société, transformer le Mali, c'est tout. Enseigner la culture malienne, qu'on essaie de s'approprier tout ça. Le parti de Rama est dans cette logique d'implantation. Nous sommes pratiquement dans 40 pays. Nous sommes dans toutes les 20 régions du Mali. Nous avons aussi des présidents d'honneur. Nous avons fait même les présentations du bureau politique hier au Palais des Congrès. C'était hier à partir de 10h avec le président Paul Ismaël Bourou. Donc, le Rama a toutes ses chances et puis nous estimons que nous allons faire autrement. Nous n'allons pas faire comme avant. Nous avons une autre façon de faire maintenant qui est très importante parce que le plus important aujourd'hui, c'est l'Afrique. Nous essayons de nous concentrer sur nos propres problèmes, sur nos propres projets de société. Nous allons le faire dans le respect, sans bousculer ou sans critiquer qui que ce soit, mais nous sommes ouverts. Nous sommes un parti ouvert et puis nous sommes un parti d'opposition de la crise. Nous avons décidé de soutenir cette transition parce que nous avons estimé que cette transition, elle est sur la bonne voie. Les jours, la transition ne sera pas sur la bonne voie. Vous allez voir, on va sortir tout le tout clairement, comme dès que aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la transition est sur la bonne voie et nous la soutenons de façon indéfectible. Il n'y a pas de raison qu'on la soutienne pas. Et puis le parti a toutes ses chances dans le futur. Je vous remercie beaucoup. Je pense que vous avez donc un bel avenir. Vous avez déjà ce qu'on appelle le verbe et la communication politicienne. Vous êtes déjà sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour le futur? Est-ce que vous pensez que l'avenir du Mali n'est pas que du Mali, mais l'avenir de l'Afrique se joue autour du Mali, Centrafrique, Guinée, Tchad, Burkina Faso? Exactement, vous avez raison. L'Afrique, ça se joue dans tous ces pays-là. Ça se joue au Tchad, ça se joue au Burkina, ça se joue au Cameroun, au Centrafrique, au Congo. Que nous soyons fiers de notre pays, que nous avons déjà évité ces politiques internationales qui viennent nous voir, qui nous imposent des trucs. Aujourd'hui, nous avons la capacité, nous avons des ressources humaines, nous avons de la formation, nous avons tout dans notre pays. Aujourd'hui, il faut qu'on soit un peu ambitieux et un peu sérieux seulement. C'est très important parce que c'est le sérieux qui fait tout. L'Occident ne s'est pas fait en 5 ans ou en 10 ans. Elle s'est faite sur plusieurs années. Et nous avons des histoires millénaires, nos richesses, nos matières premières. On essaie de créer les ressources nécessaires pour le développement de nos sociétés.
que nous faisons tout pour répondre d'abord aux exigences de nos citoyens. On n'est pas là pour faire plaisir à un tel président ou comme ça. Non, tout se joue chez nous d'abord. Et nous prenons la préoccupation de nos concitoyens. Un politique qui répond aux exigences de ses concitoyens, il n'y a pas de raison que ça faille. Même les coups d'État, même tout ça, qu'est-ce qui provoque tout ça? Parce que c'est la faillite du pays qui provoque ça. Qu'est-ce qui amène la faillite du pays? On ne s'intéresse plus aux citoyens. On va chercher de la légitimité à Paris ou à Moscou ou à Washington. Non, aujourd'hui, ça c'est terminé. Je pense que l'Afrique doit continuer dans cette dynamique-là. Et puis, que l'Afrique soutienne le Mali. Comme vous l'avez dit, ce qui se joue au Mali ici, c'est le destin de l'Afrique. Nous, seuls, on ne peut pas faire ce combat-là. Nous l'avons commencé, nous avons besoin de l'accompagnement de tous nos voisins africains. Nous avons besoin du soutien de nos citoyens africains. Nous avons besoin aussi de l'aide de nos gouvernants. Qu'ils accompagnent, qu'ils ne regardent pas les militaires, qu'ils regardent le Mali. Et puis ce que le Mali demande, qu'on voit ses réalités. Qu'est-ce que le Mali demande à eux? Le Mali demande à ce qu'on soit respecté, à ce que notre pays nous appartient. Donc je pense que c'est très important que chaque dirigeant africain s'inspire d'abord de ses propres concitoyens. Aille voir les gens. Tout le monde sait les problèmes. Nous avons des problèmes de santé publique, nous avons des problèmes d'éducation, nous avons des problèmes de l'école publique. Tout ça, il faut les revaloriser, il faut les donner ce budget nécessaire, que ce soit dans l'éducation, dans la santé. Nous n'avons pas des hôpitaux de référence. Vous voyez, avec, comment on appelle là, les transferts médicaux, là, ça coûte une fortune. Vous imaginez, quand je vais parler de ça, on va me dire que non, je ne suis pas du tout démocrate. Mais en réalité, vous savez ce que le Mali a investi aux élections de 2018? Plus de 80 millions d'euros. Vous savez ce que la Côte d'Ivoire a investi pour le troisième mandat d'Alassane Ouattara? Plus de 200 millions d'euros. Vous savez, avec ces 200 millions ou 80 millions, qu'est-ce qu'on peut? On peut construire tellement d'hôpitaux publics, on peut construire tellement d'écoles publiques, on peut lutter efficacement contre les maladies, on peut former les citoyens. Les élections, on résume tout aux élections, et puis ces élections, ça nous coûte cher. Ils sont élus pour 5 ans, on les met 400 millions ou 80 millions d'euros pour une élection, et puis ces gens, quand ils viennent au pouvoir, c'est les mêmes comportements, les mêmes façons de faire. Ils sont incapables de prendre des décisions pour leur pays. Ils se laissent influencer par les autres. Ça ne peut plus continuer. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Pendant 60 ans, c'était comme ça. Aujourd'hui, nous avons l'obligation, si nous voulons que notre pays soit sécurisé, si nous voulons que notre pays soit développé, si nous voulons que notre pays soit solidaire, qu'on crée du développement. Le développement, on peut le créer. On n'a pas besoin d'aide des gens qui que ce soit. Non, nous sommes un continent très riche. Nous avons toutes les ressources du monde. Il faut voir le Niger. Il y a combien d'années qu'on exploite des uranium au Niger? Je vous ai dit au début de l'émission, on a eu tellement de coupures d'électricité. Parce que c'est normal avec un pays qui a fait 300 jours de soleil par an et puis on n'a pas d'électricité. Et puis pourquoi on ne nous a pas construit une centrale nucléaire au Niger pour nous donner de l'énergie à l'Afrique du Nord? Mais ils l'ont jamais fait. Alors qu'ils se mettent entourés par des pays de la France. C'est très intéressant, mais à un moment donné, qu'on néglige ça, qu'on néglige qu'on doit avoir de l'électricité partout. On ne peut pas venir prendre nos matières premières de façon brute depuis 40 ans et puis les transformer chez eux. Non, aujourd'hui, les cotons, les Maliens, les premiers producteurs de cotons, on ne transforme même pas 1% de nos cotons. Ces cotons, on les amène. Et puis, c'est transformé à notre ici, à notre Professeur, on vous entend. Docteur, on vous entend plus du tout. Oui, vous disiez. Le coton du Burkina. Le coton du Mali, on est premier producteur du coton. Le Mali ne transforme que 1% de son coton. Vous pensez que c'est normal? On est troisième producteur d'or en Afrique et tout l'or, c'est quand même, il n'y a pas des usines de raffinage ici. Comment vous pouvez comprendre des choses comme ça? Il faut voir le Nigeria avec le pétrole. Mais comment c'est possible? Comment on peut continuer cette politique d'irresponsabilité depuis plus de 40 ans? Ceux qui accèdent au pouvoir au bout de 5 ans, ils deviennent des milliardaires. Mais à un moment donné, ça suffit. Donc les citoyens africains doivent subir pour lutter contre ces dirigeants malhonnêtes, ces dirigeants qui ne répondent pas aux exigences de leur pays, mais qui sont là plutôt pour faire plaisir à des grandes multinationales. Ce sera votre message à la fin. En tout cas, je vous remercie beaucoup, même dans les difficultés. Merci à vous, Monsieur Kaïs. Merci beaucoup. J'espère qu'on pourra parler de votre côté entrepreneur une autre fois, parce que vous êtes non seulement un politicien engagé, mais vous êtes aussi un entrepreneur. Et ça, on en parlera pour la prochaine émission, j'espère. Quand vous remonterez à Paris ou quand vous aurez le temps, on pourra en parler. Vous avez un mot pour ceux qui vous écouteront, docteur Bala Koné? Vraiment vous remercier personnellement, M. Kaïs, et puis la radio aussi, et votre chaîne. Je tenais vraiment à remercier nos éditeurs. C'est très important ce que vous faites, et puis je vous encourage dans ce domaine-là aussi. Donc, on a besoin de tout ça, de la diaspora, parce que ce que vous faites aussi, c'est le Mali a initié aujourd'hui, il y a même pas longtemps, la diaspora malienne, c'est ce qu'on appelle la mobilisation des compétences de la diaspora. Donc, c'est dans tous ces domaines-là qu'on a besoin de faire un retour d'expérience au pays d'origine. Donc, moi, je ne peux que vous encourager, de donner la chance à des jeunes comme nous de nous exprimer sur vos plateaux, et puis
je suis très ravi de participer aussi à ce débat et puis de donner un peu la situation du Mali. Je tenais vraiment à vous remercier, à remercier l'ensemble de vos auditeurs. Merci beaucoup, docteur Balakone. Bonne chance en tout cas pour le Merci. Mali et bonne chance pour votre parti. J'espère qu'un jour, quand vous occuperez des hautes fonctions, vous n'oublierez pas que l'Afrique compte sur vous. Exactement, Inch'Allah. Nous comptons les uns sur les autres. C'est ça le plus important. Nous allons nous donner la main nécessaire pour travailler ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt sur les antennes de la radio et de la télévision Bakambi. Au revoir. Merci, je salue tout le monde. Merci à vous.